Les lourdes portes de l'église restaient closes et les murmures des invités passaient d'une inquiétude polie à une rumeur assourdissante. C'était censé être l'apogée d'une vie, le jour sacré d'une union éternelle, mais l'allée centrale demeurait vide et la silhouette de la mariée n'apparaissait pas. Devant l'autel, le fiancé consultait sa montre pour la 100e fois, la gorge serrée par une angoisse glaciale, ignorant que ce retard anodin marquait le début d'un cauchemar qui allait consumer sa vie et celle de toute une ville pendant près de 40 ans. Tout le monde a cru à la peur de l'engagement ou à une fuite romanesque avec un amant secret, laissant une famille dévastée affronter la honte et les questions incessantes. Les enquêtes policières se sont heurtées à des impasses. Les dossiers ont pris la poussière dans les archives, et son nom est devenu un tabou murmuré sur la place du village. Pendant des décennies, cette disparition est restée l'énigme la plus douloureuse de la région, une plaie béante qui refusait de cicatriser alors que les saisons passaient, laissant la communauté persuadée que la vérité s'était volatilisée avec celle qui n'avait jamais franchi le seuil de l'église. Mais les secrets enfouis dans la terre finissent toujours par refaire surface, et il suffit parfois d'un éclat d'or dans la boue pour briser 38 ans de silence absolu. Une excavation fortuite, dans un lieu où personne n'avait jamais songé à chercher, vient de mettre au jour une alliance dont l'inscription reste lisible malgré l'usure du temps. Ce minuscule objet a soudainement transformé une affaire classée en une scène de crime active, démêlant un tissu de mensonges et pointant du doigt une réalité terrifiante. Aujourd'hui, nous rouvrons le dossier pour révéler enfin ce qui est arrivé à la mariée disparue le jour de ses noces. Avant de plonger dans les détails de cette affaire troublante, je vous invite à écrire en commentaire votre ville et l'heure qu'il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir notre communauté se rassembler de partout dans le monde pour chercher la vérité, peu importe le fuseau horaire ou la distance qui nous sépare. L'année 1985 marquait une époque d'insouciance relative, sans téléphone portable ni caméra de surveillance à chaque coin de rue, ce qui rendait les disparitions particulièrement énigmatiques et difficiles à résoudre pour les autorités locales. Dans cette petite ville pittoresque où tout le monde se connaissait, les secrets étaient censés être impossibles à garder, mais ce matin-là a prouvé le contraire de la manière la plus cruelle. La préparation du mariage avait mobilisé tout le quartier depuis des semaines, créant une atmosphère d'effervescence collective qui allait rendre la chute encore plus brutale et traumatisante pour tous les témoins présents. Éléonore n'était pas une jeune femme comme les autres. Elle incarnait l'espoir et la joie de vivre, rayonnant d'un bonheur contagieux à l'approche de son grand jour et de sa nouvelle vie. Sa robe de dentelle blanche, soigneusement choisie des mois à l'avance, n'a jamais été portée devant l'autel, restant un témoignage muet d'une préparation interrompue par le destin. Ses proches la décrivaient comme une personne fiable et profondément amoureuse, ce qui rendait la théorie de la fuite volontaire totalement incohérente avec sa personnalité, bien que ce fût la première hypothèse retenue par la police. De son côté, Marc attendait devant l'autel, passant de l'impatience fébrile à une panique dévorante alors que les minutes s'égrenaient sans le moindre signe de sa future épouse à l'horizon. Les invités échangèrent des regards gênés. Le prêtre tentait de maintenir un semblant d'ordre, mais l'absence d'Éléonore devenait une présence pesante qui écrasait l'ambiance festive minute après minute. Ce moment précis, où le silence a remplacé la musique d'orgue, est resté gravé dans la mémoire collective comme l'instant où l'innocence de la ville s'est brisée pour toujours, laissant place au doute. Les jours suivants ont vu une frénésie de recherche désordonnée. Les policiers peignant les bois environnants et interrogeant chaque habitant, mais aucune trace physique ne permettait d'orienter l'enquête vers une piste criminelle solide ou un accident. Faute de corps et de preuves de violence, le dossier a rapidement été étiqueté comme une disparition volontaire, laissant la famille seule face à son chagrin et à l'indifférence progressive des institutions. Le mystère s'est épaissi, devenant une légende urbaine locale que l'on raconte pour effrayer les jeunes mariés, jusqu'à ce que la Terre décide enfin de parler. Si l'idée qu'un crime puisse rester impuni pendant des décennies vous révolte, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour nous aider à déterrer ces vérités oubliées et assurez-vous de ne jamais manquer nos prochaines investigations sur les mystères les plus sombres de l'histoire. La matinée du grand jour avait débuté sous des auspices parfaits, avec un ciel d'un bleu limpide qui semblait promettre une éternité de bonheur aux futurs époux et à leurs familles respectives. Éléonore s'était réveillée bien avant l'aube,
trop excitée pour dormir. Parcourant mentalement la liste des derniers détails à régler avant de revêtir sa robe de mariée tant attendue. La maison familiale bourdonnait déjà d'une activité joyeuse, les tantes et les cousines s'affairant autour du buffet et des compositions florales, ignorant que cette effervescence allait bientôt se muer en une scène de désolation absolue. Dans sa chambre, entourée de ses demoiselles d'honneur, Éléonore rayonnait d'une beauté singulière, ses yeux brillants d'une anticipation qui ne laissait aucune place au doute ou à l'hésitation. Elle avait insisté pour se maquiller elle-même, voulant garder le contrôle sur chaque aspect de son apparence, pour que tout soit parfait lorsque Marc la verrait remonter l'allée centrale. Les rires fusaient, les anecdotes sur l'enfance de la mariée s'enchaînaient, créant une bulle de nostalgie et d'amour qui semblait impénétrable au malheur du monde extérieur. Vers 10 heures, le photographe est arrivé pour capturer les instants précieux de la préparation, immortalisant le sourire d'Éléonore alors qu'elle ajustait son voile devant le vieux miroir en acajou de sa chambre. Ces clichés, développés plus tard par la police, deviendraient les dernières images connues de la jeune femme, des reliques poignantes scrutées à la loupe pour y déceler un indice invisible. Sur ces photos, rien ne trahit une quelconque anxiété, seulement l'éclat pur d'une femme prête à s'engager pour la vie, rendant la thèse de la fuite encore plus invraisemblable. Le moment du départ pour l'église est arrivé un peu avant 11 heures, et c'est là que la chronologie des événements commence à se brouiller de manière tragique et inexplicable pour les enquêteurs. Éléonore devait monter dans une voiture de collection louée pour l'occasion, conduite par un ami de la famille, qui devait la déposer sur le parvis où son père l'attendait pour faire son entrée. Cependant, dans la confusion des départs multiples et des voitures des invités qui quittèrent la propriété, personne n'a véritablement vérifié qui était monté avec qui. Selon les témoignages recueillis plus tard, la voiture de la mariée a quitté l'allée de la maison familiale en dernier, fermant le cortège qui serpentait sur les petites routes de campagne menant au village. Le chauffeur, un homme respecté de la communauté, affirmera plus tard avoir déposé Éléonore à une entrée latérale de l'église pour qu'elle puisse faire une retouche de dernière minute à l'abri des regards. C'est à cet instant précis, dans cet angle mort entre le parking et la sacristie, que la trace d'Éléonore s'évapore totalement, comme si elle avait été happée par le vide. À l'intérieur de l'église, l'orgue commençait à jouer les premières notes de la marche nuptiale, donnant le signal à l'assemblée de se lever et de tourner les yeux vers les grandes portes en bois massif du fond. Marc, les mains moites et le cœur battant à tout rompre, fixait l'entrée avec un sourire nerveux, s'attendant à voir apparaître la silhouette blanche de celle qu'il aimait plus que tout. Les secondes se sont étirées en minutes. La musique a continué de jouer en boucle, mais les portes sont restées désespérément closes, installant un malaise palpable parmi les rangs des invités. Le père d'Éléonore, qui attendait sur le parvis principal, a commencé à s'impatienter, consultant sa montre et regardant autour de lui, pensant que le chauffeur avait peut-être rencontré un problème mécanique. Il a fait le tour de l'édifice, cherchant la voiture de collection, mais celle-ci était déjà repartie. Le chauffeur pensant sa mission accomplie et étant allé se garer plus loin. Ne voyant ni sa fille ni le véhicule, un premier frisson d'inquiétude a parcouru l'échine du père, qui a couru vers l'entrée latérale, indiquée par le protocole, ne trouvant qu'une porte entr'ouverte donnant sur un couloir vide. La rumeur a commencé à circuler dans les bancs, d'abord comme un murmure amusé sur le retard légendaire des mariés, puis comme une onde de choc inquiète à mesure que le temps passait sans explication. Le prêtre, tentant de garder une contenance, a fait signe à l'organiste de s'arrêter, plongeant l'église dans un silence lourd et oppressant qui contrastait violemment avec l'ambiance festive de quelques minutes plus tôt. Marc a quitté l'hôtel pour rejoindre ses beaux-parents à l'extérieur, découvrant leurs visages blêmes et leurs regards paniqués qui confirmaient que quelque chose de grave se produisait. Les premières recherches ont été chaotiques, les invités se dispersant aux alentours de l'église, appelant le prénom d'Éléonore dans les rues adjacentes et le petit parc situé derrière le bâtiment religieux. On pensait à un malaise, à une crise de panique, ou peut-être à un problème avec la robe. Personne n'osait encore imaginer le pire dans ces premiers instants de confusion. Les hommes ont commencé à battre les buissons. Les femmes sont entrées dans les commerces voisins pour demander si quelqu'un avait vu une mariée en détresse, mais chaque réponse négative augmentait le niveau d'angoisse générale. Au bout d'une heure, il est devenu évident qu'Éléonore n'était pas simplement en retard ou égarée à proximité,
Et c'est à ce moment que le père de la mariée a décidé d'appeler la gendarmerie locale. L'arrivée des forces de l'ordre, avec leurs gyrophares bleus découpant l'après-midi ensoleillé, a marqué la fin officielle de la fête et le début de l'enquête judiciaire. Les gendarmes, d'abord sceptiques et habitués aux drames domestiques sans gravité, ont pris les dépositions avec une certaine nonchalance, persuadés qu'il s'agissait d'une dispute de couple de dernière minute. Les interrogatoires ont commencé sur le parvis même de l'église, transformant le lieu de culte en un quartier général improvisé où chaque invité devenait un témoin potentiel ou un suspect. Marc, effondré sur les marches de pierre, répétait en boucle qu'elle n'aurait jamais fait ça, qu'elle était heureuse, qu'ils avaient des projets pour le lendemain, pour l'année prochaine, pour toute la vie. Ces larmes sincères ont d'abord ému les gendarmes, mais très vite, la procédure standard a repris le dessus et il est devenu, par la force des choses, la première personne à devoir fournir un alibi solide. Pendant ce temps, la nouvelle de la disparition s'était répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre, attirant des curieux et des journalistes locaux avides de sensationnel. La robe blanche, symbole de pureté et de joie, devenait dans l'imaginaire collectif le linceul d'un mystère sordide, alimentant les conversations dans tous les cafés et les foyers de la région. On a commencé à émettre des hypothèses farfelues, parlant d'un ancien petit ami jaloux, d'une dette cachée ou même d'un enlèvement par un réseau criminel, bien que rien ne vienne étayer ces théories. La nuit est tombée sur la ville sans qu'aucun signe de vie d'Éléonore ne soit perçu, plongeant la famille dans une terreur nocturne que seuls ceux qui ont vécu une disparition peuvent comprendre. Les lumières de la maison familiale sont restées allumées toute la nuit, le téléphone étant surveillé à chaque seconde dans l'espoir d'une demande de rançon ou d'un simple appel rassurant. Mais le téléphone est resté muet, son silence résonnant comme une condamnation à mort dans le couloir vide où la robe de rechange d'Éléonore attendait toujours sur un cintre. Le lendemain matin, l'affaire a pris une autre ampleur avec l'arrivée de renforts de la police judiciaire, qui ont bouclé le périmètre autour de l'église et commencé des fouilles plus systématiques. Des chiens pisteurs ont été amenés sur les lieux, reniflant le voile de la mariée retrouvée dans la voiture pour tenter de suivre sa trace olfactive depuis l'entrée latérale. Les chiens ont marqué un arrêt net à quelques mètres de la porte, au bord de la route goudronnée, suggérant qu'elle était montée dans un autre véhicule à cet endroit précis, volontairement ou sous la contrainte. Cette découverte a orienté l'enquête vers la piste de l'enlèvement ou de la fuite motorisée, élargissant le champ des recherches à tout le département et aux frontières nationales. Les barrages routiers ont été mis en place, les coffres des voitures fouillés, les gares et les aéroports surveillés, avec la photo d'Éléonore distribuée à tous les agents. Pourtant, malgré ce déploiement de force, aucune caméra, aucun témoin fiable, aucun ticket de péage n'a permis de localiser la jeune femme après 11h05 ce matin-là. Les jours suivants ont vu l'espoir s'effriter peu à peu, remplacé par une lassitude amère et une incompréhension totale face à l'absence de corps ou de demande de rançon. Les enquêteurs ont commencé à creuser dans le passé d'Éléonore, cherchant des secrets inavouables, des journaux intimes, des correspondances cachées qui pourraient expliquer sa disparition. Ils n'ont trouvé que l'image d'une jeune femme sans histoire, aimée de tous, ce qui rendait l'énigme encore plus frustrante pour des policiers habitués à trouver des failles dans les vies des victimes. La pression médiatique est devenue intense, les journaux titrant sur la mariée fantôme et spéculant sur les moindres détails de la vie privée du couple et de leur famille. Cette exposition a attiré toutes sortes de médiums, de radiesthésistes et de déséquilibrés prétendant savoir où elle se trouvait, noyant les enquêteurs sous un flot de fausses pistes. Chaque appel était vérifié, chaque vision explorée, gaspillant un temps précieux et des ressources limitées, tandis que la véritable trace d'Éléonore refroidissait heure après heure. Une semaine après la disparition, une battue citoyenne a été organisée, rassemblant des centaines de volontaires venus de toute la région pour peigner les bois et les champs environnants. C'était une scène déchirante de solidarité, voir ces gens marcher en ligne bâton à la main, appelant le nom d'une femme qu'ils ne connaissaient souvent même pas. Ils ont trouvé des vieux vêtements, des déchets, des ossements d'animaux qui ont fait bondir le cœur de chacun, mais jamais le moindre fragment de dentelle blanche ou de bijoux appartenant à la mariée. Le chauffeur de la voiture, rongé par la culpabilité de l'avoir laissée seule à cette entrée latérale, a été interrogé à de multiples reprises,
ses moindres faits et gestes disséqués par la police. Il a maintenu sa version avec une constance inébranlable, jurant qu'elle lui avait souri en descendant et qu'il n'avait rien remarqué de suspect aux alentours de l'église. Faute de preuves contre lui et son alibi étant confirmé par d'autres témoins qui l'avaient vu se garer, il a été mis hors de cause, bien que le regard soupçonneux de la ville ne l'ait jamais vraiment quitté. À la fin du premier mois, l'affaire a commencé à s'enliser, les réunions de crise se faisant plus rares et les effectifs de police étant réaffectés à d'autres urgences plus immédiates. Pour la famille d'Éléonore et pour Marc, c'était le début d'une longue agonie, d'un deuil impossible sans corps ni cérémonie, une attente perpétuelle qui allait durer des décennies. Ils ne savaient pas encore que la clé du mystère ne se trouvait pas loin, mais qu'elle était enfouie si profondément que seule une intervention du hasard pourrait un jour la ramener à la lumière. Alors que les mois se transformaient en années, l'affaire de la mariée disparue est entrée dans cette phase sombre et stagnante que redoutent tous les enquêteurs, le cold case. Le dossier, autrefois prioritaire et trônant sur le bureau du commissaire, a fini par être relégué dans une armoire métallique, empilée sous d'autres histoires de vol et de dégradation. La ville, bien que marquée à jamais, a dû reprendre le cours de sa vie, les décorations de Noël remplaçant les avis de recherche délavés par la pluie et le soleil sur les poteaux électriques. Marc, le fiancé délaissé, est devenu une figure tragique de la localité, un homme hanté qui ne pouvait ni avancer ni reculer, piégé dans ce jour de 1985 qui ne finissait jamais. Il a continué d'habiter la maison qu'ils avaient achetée ensemble, refusant de changer la décoration ou de toucher aux affaires d'Éléonore, transformant le lieu en un mausolée silencieux. Les rumeurs à son sujet n'ont jamais totalement cessé, certains murmurant qu'il savait quelque chose, qu'il n'était pas assez triste ou au contraire, que son chagrin était une mise en scène trop parfaite pour être honnête. La police, bien qu'ayant officiellement mis l'enquête en veille, n'a jamais totalement fermé le dossier, le ressortant à chaque anniversaire de la disparition pour vérifier si de nouveaux éléments apparaissaient. Des technologies nouvelles, comme l'analyse ADN plus poussée ou les bases de données interconnectées, ont été tentées au fil des ans sur les rares indices collectés à l'époque. Mais le cheveu trouvé dans la voiture s'est avéré être celui d'une cousine, et les empreintes partielles sur la poignée de porte de l'église n'ont jamais matché avec aucun fichier criminel connu. Les parents d'Éléonore ont vieilli prématurément, rongés par l'acidité du doute et la douleur de ne pas savoir si leur fille était morte ou séquestrée quelque part. Ils ont dépensé leur fortune en détectives privés, des hommes de l'ombre qui promettaient des miracles et revenaient les mains vides après avoir suivi des pistes bidons à l'étranger. Chaque signalement d'une femme ressemblant à Éléonore, que ce soit en Italie ou en Amérique du Sud, ravivait une flamme d'espoir qui était cruellement soufflée quelques jours plus tard par la réalité des faits. Au sein de la gendarmerie, l'affaire est devenue un cas d'école étudié par les nouvelles recrues comme l'exemple parfait du crime sans scène de crime, du mystère en chambre close à ciel ouvert. Le commissaire principal, parti à la retraite sans avoir résolu l'énigme de sa carrière, a emporté avec lui une copie du dossier, continuant d'y réfléchir depuis son salon, obsédé par ce détail qui lui avait forcément échappé. Il était persuadé que la réponse se trouvait dans les premières heures, dans ce laps de temps minuscule, entre la dépose en voiture et l'entrée supposée dans l'église. Une théorie a longtemps tenu la corde, celle d'un tueur de passage, un opportuniste qui aurait vu la mariée seule et l'aurait embarquée de force avant de quitter la région immédiatement. Cette hypothèse expliquait l'absence de lien avec l'entourage et la soudaineté de l'acte, mais elle manquait cruellement de preuves matérielles pour être validée par la justice. Aucun tueur en série opérant à cette époque n'a pu être relié à la zone géographique, et les comparaisons avec d'autres disparitions de femmes n'ont donné aucun résultat probant. Le temps a fait son œuvre d'érosion sur la mémoire collective, et les jeunes générations de la ville ne connaissaient l'histoire que comme une légende urbaine un peu effrayante. On racontait qu'on pouvait parfois apercevoir une silhouette blanche près de l'église les soirs de pleine lune, transformant une tragédie humaine en un conte de fantômes pour adolescents. Cette banalisation de l'horreur était peut-être ce qui faisait le plus mal à la famille, voir la souffrance de leur fille devenir un sujet de frisson récréatif pour ceux qui n'avaient pas connu l'époque des faits. Pourtant, sous la surface calme de la vie provinciale, des tensions souterraines persistaient, des inimitiés nées de soupçons jamais verbalisés
qui divisait certaines familles depuis 30 ans. Le chauffeur de la voiture et le père d'Éléonore ne se sont plus jamais adressé la parole. Le second, reprochant silencieusement au premier de ne pas avoir attendu que sa fille soit entrée. Ces fractures sociales étaient les cicatrices invisibles laissées par l'affaire, des lignes de faille prêtes à s'ouvrir à nouveau au moindre tremblement de terre judiciaire. À l'aube des années 2000, un journaliste d'investigation parisien a tenté de relancer l'affaire avec une série d'articles poignants et un documentaire télévisé qui a eu un certain retentissement. Il a pointé du doigt les manquements de l'enquête initiale, la pollution de la scène de crime par les invités et le manque de coordination entre les services de police de l'époque. Son travail a permis de recueillir quelques nouveaux témoignages tardifs, mais rien de suffisamment concret pour justifier la réouverture d'une information judiciaire par le parquet. L'une des pistes explorées par le journaliste concernait un ouvrier saisonnier qui travaillait sur un chantier voisin de l'église à l'époque des faits et qui avait quitté la région précipitamment le lendemain. L'homme, retrouvé dans une maison de retraite, souffrait désormais d'Alzheimer et était incapable de fournir des réponses cohérentes, emportant peut-être ses secrets dans l'oubli de sa maladie. C'était une autre impasse frustrante, une porte qui se fermait juste au moment où l'on croyait avoir trouvé la clé, laissant les enquêteurs face à un mur de silence. Marc, désormais un homme d'âge mûr, a fini par vendre la maison, ne pouvant plus supporter le poids des souvenirs et l'entretien d'une demeure devenue trop grande pour sa solitude. Son déménagement a été vécu comme une seconde disparition par les voisins, comme si le dernier gardien de la mémoire d'Éléonore abandonnait enfin son poste de veille. Il est parti vivre dans une autre région, essayant de reconstruire un semblant de vie, mais ceux qui l'ont croisé disaient que son regard restait celui d'un homme qui attend toujours que la porte de l'église s'ouvre. Les archives du tribunal ont été numérisées, et le dossier d'Éléonore est devenu une suite de fichiers informatiques sur un serveur sécurisé, accessible en quelques clics mais toujours aussi impénétrable. Les photos de la scène, les croquis, les procès-verbaux jaunis ont perdu de leur texture physique, devenant des données froides analysées par des algorithmes de profilage criminel. Même l'intelligence artificielle, utilisée récemment pour tenter de trouver des connexions logiques, n'a pu que confirmer ce que les humains savaient déjà. Il manquait une pièce centrale au puzzle. La topographie de la ville a changé. Des immeubles ont été construits, des routes déviées, modifiant le paysage qui avait été le théâtre du drame et rendant les repères de 1985 difficiles à retrouver. L'église elle-même a subi des rénovations, sa façade ravalée et ses abords réaménagés, effaçant les dernières traces physiques de ce matin fatidique où tout a basculé. Pour les nouveaux habitants, l'histoire de la mariée n'était qu'un fait divers lointain, une anecdote que l'on trouve dans les livres d'histoire locale au chapitre des curiosités. Cependant, la nature a une mémoire que le béton ne peut pas totalement étouffer, et la terre conserve les secrets bien plus longtemps que les hommes ne le soupçonnent. Les zones qui n'avaient pas été fouillées à l'époque, considérées comme trop éloignées ou improbables, restèrent des capsules temporelles potentielles, attendant leur heure. Personne ne pensait à regarder sous les fondations des vieux bâtiments ou dans les zones marécageuses asséchées depuis, là où la vérité dormait patiemment. Le 30e anniversaire de la disparition a été marqué par une messe commémorative discrète, où seule une poignée de personnes aux cheveux gris étaient les présentes pour prier. Le prêtre officiant n'était même pas né au moment des faits, et ses paroles de réconfort sonnaient un peu creux face à la douleur brute et intacte des parents d'Éléonore, désormais octogénaires. C'était le chant du signe de l'intérêt public pour l'affaire, le moment où tout le monde a tacitement accepté que l'on ne saurait jamais, que le mystère resterait entier pour l'éternité. Mais le destin est un scénariste cruel qui aime les rebondissements tardifs, et il préparait en coulisses l'événement qui allait tout remettre en question de la manière la plus inattendue. La décision municipale de réhabiliter une ancienne zone industrielle en parc de loisirs a semblé anodine sur le papier, un simple projet d'urbanisme pour dynamiser la commune. Personne n'a fait le lien avec l'affaire de 1985, car ce site se trouvait à l'opposé de la direction supposée de la fuite, bien loin des zones de recherche initiales. Les pelleteuses sont arrivées un matin de printemps, 38 ans après les faits, pour commencer les travaux de terrassement et creuser les fondations du futur centre aquatique. Le vacarme des engins de chantier a réveillé ce quartier endormi, remuant des tonnes de terre qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis un demi-siècle.
Les ouvriers travaillaient machinalement, pressés par les délais, ne se doutant pas qu'ils étaient sur le point de devenir les acteurs principaux d'une résolution judiciaire historique. C'est dans ce contexte de routine et d'oubli que l'impensable s'est produit, prouvant une fois de plus que le crime parfait n'existe pas, il n'y a que des découvertes différées. La chaîne des événements qui a conduit à l'arrêt du chantier tient à un fil, à un regard attentif au bon moment, à un rayon de soleil frappant un objet minuscule au milieu de la boue grise. Si l'ouvrier avait regardé ailleurs, si la pluie avait été plus forte, le secret serait resté enfoui pour un autre millénaire. La découverte n'a pas été immédiate ni spectaculaire comme dans les films, elle a commencé par un doute, une hésitation face à un objet incongru dans la godée de la pelleteuse. L'histoire s'apprêtait à bégayer, à revenir en arrière de 38 ans, pour frapper à nouveau à la porte de la gendarmerie, mais cette fois avec une preuve tangible. Le silence de 3 décennies allait être brisé par le son métallique d'une alliance tombant sur une table d'examen, réveillant les fantômes et exigeant enfin que justice soit rendue. C'était un mardi après-midi pluvieux de 2023, sur le chantier de la zone industrielle désaffectée, un lieu que les habitants appelaient la friche et évitaient soigneusement depuis des années. L'opérateur de la pelleteuse, un jeune homme nommé Thomas, était en train de curer un fossé de drainage, lorsqu'il a senti son godet heurter quelque chose de plus dur que la terre argileuse habituelle. Pensant à une grosse pierre ou à un débris métallique industriel, il a stoppé sa manœuvre pour vérifier, par conscience professionnelle, afin de ne pas endommager son matériel hydraulique. En descendant dans la tranchée boueuse, ses bottes s'enfonçant dans le sol meuble, il a repéré un objet scintillant à moitié enseveli sous une couche de sédiments noirâtres. Il l'a ramassé, l'essuyant grossièrement sur son pantalon de travail, et a découvert avec stupeur qu'il ne s'agissait pas d'un déchet, mais d'un petit anneau d'or fin. La forme était déformée, écrasée par la pression du temps et de la terre, mais l'éclat du métal précieux était indéniable, contrastant avec la grisaille environnante du chantier. Intrigué, Thomas a apporté l'objet à son chef de chantier, qu'il a d'abord pris pour un bijou de pacotille perdu par un promeneur égaré dans cette zone interdite au public. Ils ont décidé de le nettoyer un peu mieux, avec de l'eau minérale, et c'est là, sous la lumière crue des néons de la cabane de chantier, que l'inscription à l'intérieur de l'anneau est apparue. Les lettres étaient minuscules, gravées en italique, et la date, bien que partiellement rayée, restait lisible pour quiconque connaissait l'histoire locale. Marc et Éléonore, 15 juin 1985. Le chef de chantier, un homme du pays qui avait entendu parler de l'affaire toute son enfance, a senti son sang se glacer en lisant ces prénoms associés à cette date maudite. Il savait immédiatement ce qu'il tenait entre ses mains. Ce n'était pas juste un bijou perdu, c'était la pièce à conviction manquante de l'énigme la plus célèbre de la région. Sans perdre un instant, il a ordonné l'arrêt total des travaux sur la zone et a appelé la gendarmerie, précisant bien qu'il s'agissait d'une découverte majeure potentiellement liée à l'affaire de la mariée disparue. La réaction des autorités a été fulgurante, contrastant avec la lenteur administrative habituelle, car le nom d'Éléonore agissait comme un mot de passe prioritaire dans le système judiciaire local. En moins d'1 heure, le chantier a été envahi par des techniciens en identification criminelle, vêtus de leurs combinaisons blanches, transformant la zone de travaux en une scène de crime stérile. Le périmètre a été élargi bien au-delà du fossé, et des archéologues forensiques ont été dépêchés sur place pour gratter la terre couche par couche avec une précision chirurgicale. L'Alliance a été placée sous scellé avec une précaution religieuse et envoyée en urgence au laboratoire central pour une analyse approfondie et une authentification formelle. Marc, contacté par les enquêteurs dans sa nouvelle résidence, a dû confirmer par téléphone la description exacte de la gravure qu'il avait lui-même commandée 38 ans plus tôt. Sa voix tremblait, brisée par l'émotion de ce retour brutal du passé, validant sans l'ombre d'un doute que l'anneau appartenait bien à sa fiancée disparue. La localisation de la découverte a posé la première grande question aux enquêteurs. Pourquoi l'Alliance se trouvait-elle dans cette zone industrielle, à plus de 5 km de l'église? Cet endroit, à l'époque, était une décharge sauvage à ciel ouvert, un lieu de passage pour les camions et les marginaux, loin de tout itinéraire logique pour une mariée. Cela confirmait la thèse de l'enlèvement et du transport du corps, ou de la victime vivante vers un lieu isolé.
détruisant définitivement la théorie de la fuite volontaire ou de l'accident à proximité. Les fouilles sur le site se sont intensifiées, chaque pelletée de terre étant tamisée à la recherche d'autres indices, d'ossements ou de fragments de tissus qui auraient pu résister au temps. Le lendemain de la découverte de l'Alliance, un second objet a été exhumé à quelques mètres de là, une boucle de chaussures en métal argenté correspondant au style des escarpins portés par Éléonore ce jour-là. Les taux se resserraient, la terre livrait ses secrets par bribes, dessinant une scène macabre qui avait été recouverte par des décennies de végétation et de remblais. L'analyse des couches sédimentaires a permis de dater approximativement le dépôt des objets, confirmant qu'ils avaient été enfouis au milieu des années 80 avant que la zone ne soit recouverte par de nouveaux détritus. Cela signifiait que le corps, s'il était là, devait se trouver à une profondeur spécifique, piégé dans une strate temporelle que les pelleteuses n'avaient pas encore atteinte. L'angoisse est montée d'un cran, la perspective de retrouver la dépouille d'Éléonore devenant une réalité tangible et terrifiante pour sa famille. La nouvelle de la découverte a fait l'effet d'une bombe médiatique. Les chaînes d'information en continu installant leurs caméras devant les grilles du chantier, diffusant en boucle les images d'archives de 1985. Les vieux témoins ont été réinterrogés, leurs souvenirs stimulés par ce nouvel élément géographique qui changeait toute la perspective de l'enquête. On a commencé à chercher qui fréquentait cette décharge à l'époque, qui avait accès à des véhicules capables de transporter un corps discrètement jusqu'à cet endroit reculé. Les enquêteurs ont ressorti les listes des employés municipaux, des chauffeurs routiers et des ouvriers des usines environnantes de l'époque, croisant les noms avec les fichiers criminels actuels. Un nom est ressorti, un homme qui avait été brièvement interrogé à l'époque pour des vols de ferraille dans cette même zone, mais qui n'avait jamais été relié à la disparition. Il était décédé depuis 10 ans, mais ses enfants vivaient encore dans la région, et surtout il possédait à l'époque une camionnette blanche similaire à celle aperçue par un témoin peu fiable. L'ADN a encore une fois été sollicité, les experts tentant d'extraire des traces biologiques infimes de l'intérieur de l'anneau, protégé par l'oxydation du métal. Les résultats, bien que partiels, ont révélé un profil masculin inconnu mêlé à celui d'Éléonore, une signature génétique qui n'appartenait ni à Marc ni à aucun membre de la famille. Cette empreinte génétique fantôme devenait le nouveau visage du tueur, une séquence de nucléotides que l'on pouvait désormais traquer dans les bases de données nationales. Le miracle technologique a eu lieu 3 jours plus tard. Le profil ADN partiel a matché avec un individu fiché pour des agressions sexuelles dans une autre région des années après 1985. L'homme, un certain Lucien, était actuellement en prison pour des faits similaires, purgeant une longue peine pour des crimes commis dans les années 90. C'était le lien qui manquait, la connexion impossible entre la mariée de 1985 et un prédateur qui avait sévi dans l'ombre pendant des décennies. Les policiers sont allés l'interroger dans sa cellule, armés de la photo de l'Alliance et des résultats ADN, observant sa réaction face à ce passé qui revenait le hanter. Lucien, vieilli et malade, a d'abord nié, prétendant n'avoir jamais mis les pieds dans cette ville, mais sa défense s'est effritée face à la précision des preuves géographiques et biologiques. Il a fini par baisser la tête, murmurant des mots que les enquêteurs attendaient depuis 38 ans, avouant à demi-mot qu'il avait croisé une fille en blanc ce matin-là. Il a raconté avec une froideur glaçante comment il l'avait vue attendre seule près de l'entrée latérale, comment il l'avait attirée vers sa camionnette sous un prétexte fallacieux, peut-être en lui disant que son père l'avait envoyée. L'enlèvement avait duré quelques secondes. Personne n'avait rien vu, et il l'avait conduite directement vers cette zone désaffectée qu'il connaissait bien pour y voler des matériaux. Le récit de l'horreur prenait forme, comblant les trous du scénario avec une précision morbide qui levait le cœur des policiers présents. La découverte de l'Alliance n'était donc pas la fin, mais le début de la phase finale, celle de la localisation précise du corps qu'il avait enterré non loin de là, sous une dalle de béton coulée quelques jours plus tard. Lucien a accepté, contre une promesse de transfert de prison, d'indiquer l'endroit exact sur un plan du chantier, guidant les fouilles à distance depuis sa cellule. Les archéologues ont déplacé leurs recherches de 50 mètres vers le nord, vers les fondations d'un ancien hangar détruit. La tension sur le chantier était à son comble lorsque les pelles manuelles ont mis au jour un fragment de tissu synthétique blanc, préservé de la décomposition par l'absence d'oxygène sous le béton.
C'était le voile, encore attaché à ce qui restait de la chevelure d'Éléonore, une preuve irréfutable que la mariée reposait bien ici, dans cette tombe de fortune indigne. Les larmes ont coulé sur les visages des enquêteurs les plus endurcis, conscients de vivre un moment historique de justice rendue à une âme errante. La famille a été prévenue avec une infinie délicatesse, leur apprenant simultanément la résolution de l'énigme et la confirmation de la mort de leur fille. Un mélange dévastateur de soulagement et de douleur. Marc a demandé à voir l'Alliance, ce petit cercle d'or qui avait voyagé à travers le temps pour ramener la vérité, symbole d'un amour qui avait survécu à la mort et à l'oubli. L'enquête de 1985 venait officiellement d'être élucidée, non pas par des déductions de génie, mais par la persévérance de la matière et la fatalité du hasard. Le soir même, la ville s'est rassemblée spontanément devant l'église, déposant des bougies sur le parvis où elle aurait dû apparaître 38 ans plus tôt. Le mystère de la mariée en fuite était dissipé, remplacé par l'histoire tragique d'une victime innocente et d'un monstre opportuniste, une vérité dure mais nécessaire pour tourner la page. L'Alliance, nettoyée et brillante, a été rendue à Marc, qui a promis de la porter jusqu'à son propre dernier souffle, refermant ainsi la boucle de cette histoire brisée. Les aveux de Lucien dans la salle d'interrogatoire exiguë de la prison ont glacé le sang des enquêteurs par leur banalité terrifiante et leur détachement émotionnel absolu. Il a décrit cette matinée de juin avec une précision chirurgicale, se rappelant la lumière du soleil, l'odeur des tilleuls et même la musique lointaine de l'orgue qui commençait à jouer. Pour lui, Éléonore n'était qu'une opportunité, une silhouette vulnérable apparue dans son champ de vision alors qu'il cherchait de la ferraille à voler aux abords de l'église. Il n'y avait aucune préméditation, aucun plan machiavélique, juste la rencontre funeste entre une innocence totale et une malveillance pure qui rôdait au mauvais endroit. Il a expliqué comment il avait abordé la mariée en prétextant une panne de la voiture de son père, affirmant qu'on l'avait envoyée pour la conduire à l'entrée principale car le cortège avait pris du retard. Éléonore, dans l'état d'euphorie et de stress propre à ce jour, n'avait pas eu le réflexe de se méfier de cet homme qui portait un bleu de travail et semblait connaître les détails de la cérémonie. Elle est montée dans sa camionnette blanche sans résistance, pensant simplement gagner quelques minutes, scellant ainsi son destin, en refermant la portière sur sa vie passée. C'est ce détail, la confiance trahie, qui a le plus bouleversé Marc lorsqu'il a lu la transcription des aveux, imaginant la confusion de sa fiancée. Le trajet vers la zone industrielle n'a duré que 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles Éléonore a dû comprendre progressivement que quelque chose ne tournait pas rond, que la route n'était pas la bonne. Lucien a raconté qu'elle avait commencé à poser des questions, d'abord poliment, puis avec une angoisse croissante, serrant son bouquet de fleurs contre sa poitrine comme un dérisoire bouclier. Lorsqu'il a bifurqué vers le chemin de terre menant à la décharge, elle a tenté d'ouvrir la portière. Mais la sécurité enfant était enclenchée, transformant l'habitacle en une prison mobile dont nul ne pouvait s'échapper. L'arrivée sur le terrain vague a marqué la fin de l'espoir, le moment où la réalité du cauchemar a supplanté l'incompréhension, plongeant la victime dans une terreur absolue face à son bourreau. Lucien a passé sous silence les détails les plus sordides de l'agression, se contentant d'admettre qu'il l'avait fait taire rapidement car elle criait trop fort et qu'il avait peur d'attirer l'attention des ouvriers au loin. Cette confession épurée, presque administrative, contrastait violemment avec la violence des actes commis, laissant aux enquêteurs le soin de remplir les blancs avec leur imagination et les preuves médico-légales. Pendant que le meurtrier parlait, l'équipe d'exhumation sur le chantier continuait son travail délicat, dégageant millimètre par millimètre les restes de la jeune femme sous la dalle de béton brisée. La vision du squelette, encore drapé dans les lambeaux imputrescibles de la robe synthétique, était une image d'une tristesse infinie qui a fait pleurer les techniciens les plus aguerris. Le voile, miraculeusement préservé par l'absence d'oxygène et l'environnement alcalin du ciment, recouvrait encore le crâne, comme si la mort avait voulu respecter une dernière pudeur nuptiale. Le corps a été levé avec une précaution extrême, chaque os étant numéroté et placé dans des contenants stériles pour être transporté vers l'Institut médico-légal de la capitale régionale. C'était le premier voyage d'Éléonore depuis 38 ans, non pas vers sa lune de miel, mais vers une table d'autopsie froide pour une ultime procédure de vérité.
Les médecins légistes ont eu la lourde tâche de confirmer scientifiquement l'identité de la victime, bien que le contexte et les vêtements ne laissent aucune place au doute raisonnable pour quiconque. L'examen dentaire a fourni la confirmation formelle, les soins prodigués à Éléonore dans son adolescence correspondant parfaitement aux radiographies fournies par son vieux dentiste à l'époque de la disparition. Cette correspondance a permis de délivrer le certificat de décès officiel, un document administratif qui venait clore juridiquement une attente de près de 4 décennies. Pour l'état civil, Éléonore cessait d'être une personne disparue pour devenir une personne décédée, un changement de statut brutal mais nécessaire pour les familles. Les résultats de l'autopsie ont également révélé des fractures défensives aux avant-bras, prouvant qu'Éléonore s'était battue avec une énergie du désespoir jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Elle n'était pas partie sans lutter. Elle avait affronté son agresseur, et cette révélation a apporté une forme de fierté douloureuse à ses parents, sachant que leur fille n'avait pas été une victime passive. Les traces de coups sur le crâne ont confirmé la cause du décès, corroborant les dires de Lucien sur la rapidité de l'exécution, ce qui, paradoxalement, a offert un maigre soulagement. Elle n'avait pas souffert longtemps. L'annonce officielle à la famille a eu lieu dans le bureau du procureur, une pièce au mur gris où le temps semblait s'être arrêté pour laisser place à la gravité du moment. Marc, assis aux côtés des parents d'Éléonore, désormais en fauteuil roulant, a écouté le rapport sans dire un mot, ses mains serrant les accoudoirs jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'y a pas eu de cri, juste un silence épais, lourd de larmes retenues et d'un épuisement moral qui s'abattait sur eux après tant d'années de tension ininterrompue. Savoir est une chose, comprendre en est une autre, et la famille se trouvait maintenant face à la tâche impossible d'intégrer l'horreur pure dans leur histoire personnelle. Le visage du monstre s'affichait désormais dans tous les journaux, un visage banal, celui d'un homme que l'on croise au supermarché sans se retourner. Cette banalité était insupportable, car elle signifiait que le mal n'avait pas de forme distincte, qu'il pouvait surgir n'importe quand, détruisant des vies par simple opportunisme sordide. La colère a rapidement succédé à la stupeur, une rage froide contre le système judiciaire qui avait laissé cet homme en liberté après ses premiers délits mineurs dans les années 80. On a découvert que Lucien avait un casier judiciaire déjà fourni à l'époque pour des vols et des violences légères, mais que les connexions n'avaient jamais été faites par manque de moyens informatiques. Cette faille systémique devenait le nouveau combat de Marc, qui voulait s'assurer que plus aucune famille ne subisse une telle négligence à l'avenir. Les médias se sont emparés de l'histoire avec une voracité renouvelée, transformant la résolution du cold case de la mariée en un feuilleton national suivi par des millions de personnes. Les chaînes de télévision ont organisé des débats sur la prescription, sur la mémoire des murs et sur la sécurité des femmes, utilisant le visage souriant d'Éléonore comme symbole. La famille a dû se barricader pour échapper aux demandes d'interview, ne voulant pas que leur deuil intime soit souillé par la curiosité morbide du grand public. Cependant, cette médiatisation a eu un effet inattendu. Des témoignages d'anciennes victimes de Lucien, qui n'avaient jamais osé porter plainte, ont commencé à affluer vers les commissariats. Ces femmes, agressées ou harcelées par le même homme dans les années 90, trouvaient enfin le courage de parler, libérées par la découverte du corps d'Éléonore. La mariée disparue, même dans la mort, continuait de protéger les vivants en permettant de dresser un portrait complet et accablant de son meurtrier. Le corps a finalement été rendu à la famille après 2 semaines d'examen complémentaires, placé dans un cercueil blanc scellé, car la vue des restes était trop traumatisante. Le retour d'Éléonore dans sa ville natale a été un événement silencieux et solennel, le corbillard traversant les rues que le cortège nuptial avait emprunté 38 ans plus tôt. Les commerçants ont baissé leurs rideaux, les passants se sont arrêtés, ôtant leurs chapeaux sur le passage de celle qui revenait enfin chez elle. La maison funéraire a été aménagée pour une veillée privée, où seuls les très proches ont été admis pour dire au revoir à ce cercueil qui contenait tant de souvenirs et de regrets. Les parents ont passé des heures assis à côté, murmurant des berceuses et des prières, rattrapant en quelques heures les décennies d'absence et de silence. Marc, lui, a posé sa main sur le bois froid, sentant une connexion physique se rompre définitivement, acceptant enfin que l'attente était terminée. La question des funérailles s'est posée avec une acuité particulière,
Fallait-il célébrer une messe de mariage ou un enterrement? L'église, lieu du rendez-vous manqué, semblait être l'endroit inévitable pour clore le chapitre, pour finir ce qui avait été commencé ce matin de juin 1985. Le prêtre a proposé une cérémonie spéciale, une liturgie de la lumière qui honorerait la mémoire de la jeune femme tout en reconnaissant la tragédie qui l'avait frappée. Pendant ce temps, la justice préparait le procès de Lucien, même si celui-ci était déjà incarcéré à perpétuité pour d'autres crimes, car il était impératif de le juger spécifiquement pour le meurtre d'Éléonore. Ce procès serait symbolique, mais crucial, une tribune pour que la vérité soit dite publiquement, et pour que le nom de la victime soit lavé de tout soupçon de fuite ou d'abandon. L'avocat de la famille préparait son plaidoyer, non pas pour obtenir une peine, mais pour graver l'histoire dans le marbre de la justice. Le chantier de la zone industrielle est resté fermé, la municipalité réfléchissant à l'avenir de ce lieu marqué par la mort et le miracle de la découverte. Il était impossible de continuer à construire un centre de loisirs sur le site exact où Éléonore avait reposé pendant si longtemps. Cela aurait été perçu comme une profanation. Une pétition circulait déjà pour transformer l'endroit en un petit parc commémoratif, un jardin du souvenir pour toutes les victimes de disparitions inexpliquées. La veille des funérailles, une pluie douce est tombée sur la ville, lavant les rues et apaisant la poussière, comme si le ciel lui-même se préparait à la cérémonie. Marc a sorti son vieux costume, non pas celui du mariage qu'il ne rentrait plus, mais un habit sombre, symbole de son nouveau rôle de veuf officiel. Il a regardé l'alliance retrouvée, posée sur sa table de nuit, et a su exactement ce qu'il devait en faire le lendemain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 1985, Marc a dormi d'un sommeil sans rêve, un sommeil noir et profond, libéré de l'angoisse de l'incertitude. Il savait où elle était, il savait ce qui s'était passé, et bien que la vérité fût atroce, elle était infiniment moins cruelle que le doute perpétuel qui l'avait rongé. Le lendemain marquerait la fin de l'histoire policière et le début de l'apaisement mémoriel pour toute une communauté. Le jour des funérailles s'est levé avec une clarté automnale saisissante, une lumière dorée qui rappelait ironiquement celle du jour du mariage. Bouclant la boucle météorologique de cette tragédie, l'église était pleine à craquer bien avant le début de la cérémonie, non seulement avec les proches et les amis, mais avec des centaines d'anonymes venus rendre hommage. Les bancs en chêne, qui avaient accueilli les invités joyeux en 1985, supportaient maintenant le poids d'une foule en deuil, vêtue de noir, silencieuse et recueillie. L'ambiance n'était pas à la curiosité malsaine, mais à une communion profonde, une volonté collective de réparer l'affront fait à cette famille par le destin. Lorsque le cercueil blanc a franchi le seuil des grandes portes, enfin ouvertes pour Éléonore, un frisson a parcouru l'assemblée, et on pouvait entendre les sanglots étouffés briser le silence sacré. C'était l'entrée qu'elle aurait dû faire 38 ans plus tôt, non pas portée par des hommes des pompes funèbres, mais au bras de son père, vers l'homme de sa vie. Cette superposition des images, celle du mariage fantôme et celle de l'enterrement réel, était déchirante pour tous ceux qui avaient vécu les deux époques. L'orgue a joué une mélodie douce, différente de la marche nuptiale, mais qui résonnait avec la même intensité dans les voûtes de pierre. Le cercueil a été déposé devant l'autel, exactement à l'endroit où Marc avait attendu en vain, créant une symétrie visuelle puissante qui symbolisait la fin du voyage. Le prêtre a commencé son homélie en parlant du temps qui passe, de la justice divine et de la paix retrouvée, trouvant les mots justes pour apaiser les cœurs meurtris. Il a évoqué Éléonore non pas comme une victime, mais comme une fille de la lumière, dont l'éclat n'avait pas été terni par les années passées dans l'obscurité de la terre. Marc s'est levé pour prononcer son éloge, marchant lentement vers le pupitre, ses jambes tremblant sous le poids de l'émotion et des regards braqués sur lui. Il a parlé d'elle au présent, de son rire, de ses projets, refusant de laisser le meurtrier définir qui elle était par son acte barbare. « Je t'ai attendu toute ma vie », a-t-il dit d'une voix brisée. « Et même si tu arrives en retard, tu es là, et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. » Ces mots ont provoqué une vague d'émotion dans l'église, chacun ressentant la puissance d'un amour qui avait transcendé la mort et le temps. Au moment de la bénédiction, Marc s'est approché du cercueil avec l'alliance en or, celle qui avait permis de tout résoudre, serrée dans sa main. Il ne l'a pas gardée, ni remise au doigt d'un squelette, mais l'a posée délicatement sur le bois blanc, la fixant avec un petit clou doré prévu à cet effet.
C'était son geste d'adieu, sa manière de lui rendre ce qui lui appartenait, de sceller leur union devant Dieu et les hommes, même si la mort les séparait physiquement. L'alliance retournerait en terre avec elle, non plus comme une preuve perdue, mais comme un gage d'amour éternel. La sortie de l'église a été un moment de libération, les cloches sonnant à toute volée, non pas le glas, mais une mélodie d'espérance qui résonnait dans toute la vallée. Le cortège s'est dirigé vers le vieux cimetière du village, situé sur une colline surplombant les champs où ils avaient joué enfants. La tombe familiale avait été rouverte, prête à accueillir celle qui manquait à l'appel, réunissant enfin Éléonore avec ses grands-parents. L'inhumation s'est faite dans l'intimité, la foule restant respectueusement aux grilles du cimetière pour laisser la famille vivre ce dernier moment de séparation. Les parents d'Éléonore, soutenus par des infirmiers, ont jeté la première poignée de terre, un geste biblique qui marquait pour eux la fin de leur mission de parents. Ils avaient retrouvé leur enfant. Ils pouvaient désormais envisager leur propre fin avec sérénité, sachant qu'ils reposeraient bientôt à ses côtés, et non pas dans l'angoisse de l'ignorance. Quelques mois plus tard, le procès de Lucien s'est ouvert devant la cour d'assises, un événement médiatique qui a attiré les journalistes de tout le pays. L'accusé, assis dans son box vitré, semblait indifférent, presque ennuyé, refusant de croiser le regard de Marc, qui était assis au premier rang des parties civiles. Les débats ont été techniques, froids, disséquant les preuves ADN et les rapports géologiques, ne laissant aucune échappatoire à la défense. Le verdict est tombé sans surprise. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté maximale, une peine symbolique puisqu'il ne sortirait jamais, mais essentielle pour la morale. Le juge a eu des mots très durs pour l'accusé, qualifiant son crime de vol de vie. Non seulement celle d'Éléonore, mais celle de toute une famille suspendue dans le temps. Lorsque la sentence a été prononcée, Marc n'a ressenti aucune joie. Seulement un vide immense, comme si le dernier fil qui le retenait à la colère venait de se rompre. La ville a lentement retrouvé son calme, les caméras sont parties et les affiches « Justice pour Éléonore » ont été décollées des vitrines des magasins. Le site de la découverte, l'ancienne zone industrielle, a été transformé en un jardin public, un espace vert paisible avec un banc et une plaque commémorative discrète. Les enfants venaient y jouer, ignorant souvent l'histoire tragique du lieu, et c'était peut-être la plus belle victoire de la vie sur la mort. Les rires remplaçaient le silence. Marc a continué sa vie, mais quelque chose avait changé en lui. Il était plus léger, son dos s'était redressé, et il recommençait à accepter les invitations à dîner de ses amis. Il se rendait au cimetière chaque dimanche, non plus pour pleurer une disparue, mais pour converser avec son épouse retrouvée, lui racontant les nouvelles du monde. Il avait fini par comprendre que sa fidélité n'était pas dans la souffrance perpétuelle, mais dans la mémoire apaisée. Les parents d'Éléonore se sont éteints l'un après l'autre l'année suivante, partant paisiblement dans leur sommeil, comme s'ils avaient simplement attendu que l'histoire soit finie pour se laisser aller. Ils ont été enterrés dans le même caveau, reformant la famille au complet dans l'éternité, une fin douce pour un couple qui avait traversé l'enfer sur terre. Le village entier a assisté à leurs obsèques, fermant définitivement le livre de l'affaire de 1985. L'histoire de la mariée est devenue une partie de l'identité locale, non plus comme une légende effrayante, mais comme une leçon sur la persévérance et la fragilité de l'existence. On raconte désormais aux jeunes mariés de profiter de chaque instant, car le bonheur est un trésor précaire qu'il faut chérir. Le nom d'Éléonore est souvent cité dans les sermons sur l'amour et la patience, devenant une figure quasi mythique de fidélité au-delà de la mort. L'enquêteur à la retraite, celui qui avait gardé le dossier chez lui, est venu déposer une fleur sur la tombe, murmurant « mission accomplie » avant de s'éloigner vers sa propre fin de vie. Il avait enfin trouvé la paix de l'esprit, sachant qu'il n'avait pas failli, que le temps avait simplement été un adversaire plus coriace que prévu. La justice des hommes avait ses limites, mais la justice du destin avait fini par triompher grâce à un simple éclat d'or. Aujourd'hui, si vous passez par cette petite ville, vous verrez peut-être un vieil homme assis sur un banc face à l'église, regardant les portes avec un sourire mélancolique. C'est Marc, le gardien du souvenir, l'homme qui a attendu 38 ans pour que sa fiancée arrive enfin à l'hôtel. Il sait que bientôt, il la rejoindra pour de bon, et que cette fois, rien ni personne ne pourra interrompre leurs noces éternelles. L'Alliance, enfouie à 2 mètres sous terre dans le cercueil, continue de briller dans le noir, témoin immuable
d'une promesse tenue contre vents et marées. Elle a survécu à la boue, à l'oubli, aux pelleteuses et à la haine, prouvant que l'amour laisse une trace indélébile dans l'univers. Et tant que quelqu'un se souvient de l'histoire de la bague retrouvée, Éléonore ne disparaîtra plus jamais vraiment. Cette histoire nous rappelle brutalement que derrière chaque cold case, il y a des vies suspendues, des horloges arrêtées sur une seconde tragique qui refusent de repartir, tant que la vérité n'éclate pas. Pendant 38 ans, une famille a vécu dans l'ombre d'un point d'interrogation, torturée par l'espoir autant que par le désespoir, prouvant que ne pas savoir est souvent pire que la pire des vérités. La découverte fortuite de cette alliance n'est pas seulement un coup de chance archéologique, c'est la preuve que le passé ne meurt jamais tout à fait et qu'il attend patiemment son heure pour réclamer justice. Ce minuscule anneau d'or perdu dans l'immensité d'une décharge a agi comme une clé temporelle, déverrouillant les portes d'une prison de silence et permettant enfin aux âmes de trouver le repos. Il a suffi d'un rayon de soleil sur du métal pour détruire le mensonge d'un meurtrier et rendre sa dignité à une jeune femme dont le seul tort fut d'être heureuse au mauvais moment. Cela nous enseigne l'humilité face au mystère de la vie et l'importance de ne jamais cesser de chercher, car la terre finit toujours par rendre ce qu'on lui a confié par la violence. Aujourd'hui, Éléonore ne repose plus dans une friche anonyme, mais auprès des siens, et Marc a pu enfin prononcer les mots d'adieu qui étaient restés coincés dans sa gorge depuis 1985. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la fragilité de nos destins, partagez cette vidéo pour honorer sa mémoire. La vérité est parfois lente, elle est souvent douloureuse, mais elle est la seule voie vers la paix véritable.